On m'annonce à l'oreille que les auditeurs ont tous parti. Il n'y a plus personne qui écoute notre podcast. Là. On a parlé de budget. Là. Quand on veut s'enrichir, faut d'abord commencer par une étape, soit se mettre de l'argent de côté, épargner. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui à l'émission un conférencier, simplificateur de finances, auteur même d'un livre de finances personnelles, François Bégin. Salut François. Salut David. Salut Samuel. On est très content de te recevoir aujourd'hui à l'épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il faut bien comprendre, là, le podcast va se faire en deux parties. Donc, la première, on va définir le concept d'actif et de passif. Puis, en deuxième lieu, on va comprendre comment s'enrichir avec l'épargne, comment bien épargner tout simplement. Donc, commençons avec ce que c'est qu'un actif et un passif. On pourrait définir l'actif comme étant la somme de ce que tu possèdes, puis le passif dans c'est quoi les dettes que tu as dans ta vie. Fait que d'un côté, les avoirs, de l'autre côté, les dettes. C'est un peu la façon de le vulgariser la plus simple. OK, si on donne des exemples, mettons. Exemple, au niveau des dettes. Puis là, encore une fois, quand on parle d'actifs et de passifs, il y a des bons actifs, il y a des moins bons actifs, il y a des bons passifs, il y a des moins bons passifs. Donc, il faut vraiment départager le tout. Mais si on commence avec les dettes, OK? Qu'est-ce qui serait l'exemple d'une bonne dette? Un prêt hypothécaire, ça serait une bonne dette. Parce que derrière mon emprunt, derrière mon endettement, il y a un immeuble qui, lui, va définitivement, probablement prendre de la valeur au fil des années. Un mauvais passif serait tout ce qui est crédit rotatif. Carte de crédit, marge de crédit, ligne de crédit, des fois qui sont reliées à ton compte bancaire, une fameuse ligne à découvert. T'sais. Parce que quand on pige là-dedans, c'est pour financer nos activités quotidiennes, notre budget finalement, nos dépenses personnelles. Et là, c'est dangereux de dépenser plus que ce qu'on gagne, puis de rentrer dans une spirale d'endettement qui en finit jamais. Fait que si on suit la logique, un passif, c'est ce qui te rapporte pas nécessairement de l'argent. Puis ça peut être, si on remet ça à la vie de tous les jours, je sais pas, n'importe quoi, une console de jeu, tu vas juste dépenser de l'argent avec ça. La console de jeu, mettons qu'on parle de dépenses personnelles, pourrait être un actif. Je le sais, je suis allé dans un pawn shop dernièrement, mes gars voulaient upgrader la console à la maison, puis on a amené notre petit GameCube là, avec, on avait une vingtaine de jeux. Qu'est-ce que tu penses que ça vaut une GameCube avec 20 jeux après? 60$. C'est genre gros maximum. 60$ de crédit qu'il faut que je redépense au magasin. Là. C'est pas de l'argent dans mes poches. C'est ça le concept du pawn shop? Faut que tu redépenses dans le magasin? Je dis pawn shop, mais c'est une boutique d'électronique spécialisée. Fait que, bref, il y a des actifs qui perdent la valeur, puis il y a des actifs qui gagnent la valeur. C'est si j'ai investi dans un tableau, une œuvre d'art, quelque chose qui, avec les années, il y a un item de collection. Mais là, il faut que je connaisse ça, par exemple, pour investir là-dedans. Mais il y a des actifs qui vont prendre la valeur. L'immobilier, c'est une excellente façon de l'illustrer. Puis, écoute, moi, c'est un petit truc que j'aime, puis que j'ai instauré il y a quelques années, là, c'est que j'essaie d'avoir une pleine conscience de ce que j'achète, puis de me dire, est-ce que ce que je dépense actuellement, ça tombe dans les passifs ou ça tombe dans les actifs? Puis tu sais, c'est sûr que les dépenses courantes, c'est des dépenses courantes, ça tombe dans les passifs. On n'a pas le choix de manger, on n'a pas le choix de s'acheter du linge. Par contre, des dépenses un peu plus grosses qui sont prévues, tu sais, quand on est capable de se positionner et de dire, OK, là, je vais acquérir un actif, c'est plus facile de savoir où on s'en va. Tu sais, est-ce que j'ai un actif qui est plus grand que mes passifs ou j'ai un passif qui est plus grand que mon actif? Puis quand on prend conscience de ça, on peut focaliser puis dire, OK, là, je vais travailler activement pour faire monter mon actif. Parce que pour moi, la définition de la richesse, c'est un accroissement de l'actif puis une diminution du passif. T'amènes un bon point, Samuel, puis quand tu compares actif-passif, tu parles de valeur nette. Ta valeur nette, est-ce qu'elle est positive ou négative? Mais c'est rare d'avoir une valeur nette positive quand on est jeune. Parce qu'on s'entend que c'est là qu'on a le plus de grosses dépenses à faire. On achète une voiture, on achète une maison. Mais derrière ça, il y a du financement. Fait que dès que tu es capable de sortir la tête de l'eau et de dire « je commence à avoir une valeur nette positive ». Donne-nous un exemple de calcul de valeur nette, par exemple. Dans le fond, j'ai acheté une maison. OK, je l'ai financée à 90% ou 95% de la valeur. Mettons, j'achète une maison de 200 000 $. C'est de plus en plus rare, des maisons à ce prix-là. Un cabanon, plutôt. Puis, j'ai un emprunt bancaire de 190 000. Fait que j'ai mis 10 000 $ de mise de fonds dedans. Fait que déjà, j'ai une valeur de 200 000, puis j'ai un passif de 190 000. Fait que tu vois-tu, j'ai une valeur nette de 10 000 $. Je suis positif. Mais là, ça ne comprend pas le fait que j'ai peut-être des cartes de crédit, des marges de crédit, une voiture avec de l'équité négative, un autre concept qu'on pourra parler davantage, mais ma voiture, probablement que j'ai un prêt dessus, je sais pas, je te donne un chiffre de 30 000 $, mais que l'auto en vaut 20.
Ah, fait que ça vient d'annuler mon équité positive sur ma maison parce que j'ai de l'équité négative sur ma voiture. Fait que c'est pour ça que je dis que le concept de valeur nette, avant qu'il devienne positif, c'est pas vrai qu'en commençant à travailler, on va avoir une valeur nette positive. Là. Faut pas s'inquiéter avec ça. Faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a des trucs que t'as pas le choix d'acheter dans la vie puis que ça sera pas rentable. T'sais, tu viens de parler d'un auto. Je pense qu'un auto, c'est un passif. Là. Tu fais pas d'argent avec ton auto. C'est sûr qu'un auto, c'est un... Puis encore plus qu'un passif, c'est une dépense. Ouais. C'est pas un investissement. Ta voiture, elle va tout le temps déprécier, à moins qu'on achète des... Tu sais, je parlais d'œuvres d'art tantôt, mais dans l'automobile, il y a des voitures de collection. Alors peut-être que là, c'est différent, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, ta voiture va déprécier. Fait que moi, j'invite les gens à le réfléchir comme une dépense, parce que tu le disais, on en a tout le temps des passifs, puis il faut en acheter des affaires. On consomme. Société de consommation. Comment minimiser l'impact du passif? Oui, ou quand je dépense de l'argent, c'est qui que je suis en train d'enrichir? C'est-tu moi que j'enrichis ou c'est une grosse multinationale aux États-Unis que je connais pas? T'sais? C'est une autre façon. Mais ça, c'est un fil, puis c'est bien beau, c'est des beaux exemples, mais on n'a pas le choix de dépenser. Alors là, la notion du budget devient importante. Comment on fait pour mettre de l'argent de côté? Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Hey, moi, quand tu me parles de budget, là, c'est comme manger des choux de Bruxelles crus. J'aime tellement ça, là. Mais tu sais, je reconnais que c'est méga important, tu sais. C'est important, mais c'est pas sexy. Non. On m'annonce à l'oreille que les auditeurs ont tous parti. Il n'y a plus personne qui écoute le podcast. Là, on a parlé de budget. Il y a moyen de rendre ça sexy, le budget. Il y a moyen de rendre ça accessible, le fun, dynamique. Personne ne veut qu'on parle de budget. Puis pourquoi on ne veut pas parler de budget? Ben, parce que moi, dans ma tête, tu me parles de budget. C'est quoi la rigueur. Seulement de la rigueur. Exactement. Ouais. Puis, à mes yeux, oui, c'est positif au bout de la ligne, mais rapidement, tu vois juste les effets négatifs. Il va falloir que je coupe dans ça. Budget égal, faut que tu te rationalises. Faut que tu te poses la question, je n'ai-tu besoin avant de l'acheter? T'sais, personne n'a envie d'avoir ce discours-là. On le sait tous qu'on dépense trop. La plupart d'entre nous, là, on pourra reparler de relation à l'argent. On a toutes des personnalités différentes avec l'argent. Mais la plupart d'entre nous, on le sait, là, les chiffres sont catastrophiques. On n'épargne pas. C'est pas dans nos valeurs au Québec, plus au Canada anglais qu'au Québec. Pourquoi on n'épargne pas? Il y a plusieurs questions à avoir à niveau. On pourrait philosopher là-dessus pendant des heures. Mais revenons à la base du budget. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du budget? Oui, la rigueur. On pense qu'un budget, c'est fixe. Un budget, c'est coulé dans le béton. Tu fais un budget, il faut que tu le respectes. Si tu le respectes pas, coupe des dépenses. C'est pas ça, un budget. Un budget, c'est flexible, c'est malléable. Un budget, c'est un peu comme des balises. Quand tu prends l'autoroute 20 pour t'en aller à Montréal, il y a des balises. Le ministère du Transport met des balises pour éviter que tu pognes le clos l'hiver. Mais c'est ça un budget. Tu te mets des balises, puis peut-être 2-3 fois par année, tu te rassois avec ton conjoint, ta conjointe, ou si tu le fais tout seul, c'est un budget tout seul, puis tu dis, je suis en train de pogner le clos, moi, là, avec mon budget, ou je suis en direction, puis je suis ma trajectoire. Fait qu'il faut pas se mettre de la pression de dire, je dois respecter mon budget. Mais il faut que je sache vers où je m'enligne. Puis non seulement la question qu'on se pose quand j'amène à parler de budget, c'est qu'est-ce que tu dépenses? Ton argent est allé où? Puis l'argent que tu as gagné versus l'argent que tu as sorti. Parce qu'on ne le sait pas comme consommateur combien d'argent qu'on dépense puis ça va où. Mais il y a une chose qui est cool, François, c'est que la technologie nous permet aujourd'hui de traquer beaucoup plus facilement nos dépenses. Puis je regarde les grandes institutions bancaires, là. Tu sais, si je regarde moi mon compte, on me sort des statistiques sur combien j'ai acheté de bouffe dans le mois, pis ci, pis ça. Non, mais tu sais, avant, faire un budget, tu sais, tu gardais tes factures, puis là, tu mettais ça sur une feuille ou peut-être dans un fichier Excel. Avant, c'était la boîte de chaussures. Ouais, je veux même pas le savoir. Écoute, là, je mange un oignon cru actuellement. Mais, tu sais, à cette heure, avec la technologie qu'il y a, c'est tellement facile de traquer les dépenses que, à ça, il n'y a plus de mauvaise raison de le faire parce que c'est quasiment automatisé. Puis une fois que tu sais combien tu gagnes, combien tu t'alloues pour dépenser par mois ou par trimestre, c'est facile réaligner, là. Mais même si c'est facile, même si c'est accessible, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Je le sais, je suis le parfait exemple. J'ai fait, comme tu dis, là, une petite recherche, voir où est-ce que je dépensais le plus. Restaurant, ça me tue. Puis je sais qu'il faut que je fasse attention. Je me suis ouvert un compte épargne. Même à ça, fondamentalement, je le sais faut pas que je fasse ça, mais j'y vais parce que je me suis pas fait un budget non plus. Puis tu sais, on dirait que j'ai pas de référent pour savoir où commencer. Tu fais partie de la plupart des gens qui nous écoutent, David. Ouais. J'en doute pas. Tombe pas dans la culpabilité de ça. C'est bien normal ce que tu vis là. Mais si, mettons qu'on vire ça à l'envers, OK? Au lieu de dire, je vais au restaurant, puis à la fin du mois, je le sais, mon application m'a popé, puis je le sais que je suis trop allé au restaurant. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour virer ça de bord? Moi, j'appelle ça se payer en premier. C'est-à-dire que si tu veux te mettre de l'argent de côté, puis c'est important pour toi. Je sais, c'est important pour toi? Oui. Un jour, tu rêves à la retraite, j'imagine. Exactement. Bon, mais cool. Mais première affaire à faire, quand tu reçois ta paye, il y a les gens qui sont payés habituellement au mois ou aux 2 semaines, c'est de prendre un pourcentage de cette paye-là puis de la mettre de côté. Première affaire que tu fais. Tu te respectes, tu te payes en premier. Et après ça,
Avec ce qui te reste, là, tu vas au restaurant. Là, tu dépenses sur Amazon, sur des babioles que tu n'as pas besoin. C'est pas grave. Tu as déjà dépensé au début. Tu as déjà épargné au début. Donc, tu peux vivre sur le reste, puis c'est pas grave. Mais si tu te payes pas en premier, c'est sûr qu'il te restera plus d'argent à la fin du mois. Là. Ouais, non, c'est clair. Et puis d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement qui va pallier à cet handicap-là de ne pas faire un budget? Ben, concrètement. Automatiser. Automatiser, ça part de là. Tu parlais de technologie tantôt, Samuel, ça part de là. Il y a tellement de façons aujourd'hui d'automatiser son épargne. Si j'avais un conseil à donner à nos auditeurs, c'est automatiser votre épargne tout de suite. Là. Après ça, quand tu vas avoir un peu d'argent de côté, ça va peut-être être motivant de parler de budget et de planification. Mais pour le moment, si vous n'avez pas d'automatisation dans votre épargne, faites ça tout de suite parce que c'est sûr que, comme David, tu culpabilises. Puis là, j'aurais dû mettre de l'argent de côté. Maudit restaurant. On est tous de même. Ouais. C'est normal. Mais François, tu dis quoi à quelqu'un qui gagne pas un très gros salaire, puis que quand tu lui parles de ça, il dit moi j'ai pas les moyens d'épargner. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son sort? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de réponses philosophiques autour de ça. Tu sais, au Québec, là, l'expression « né pour un petit pain », là, on la traîne depuis longtemps. Okay? Tu es entrepreneur, Samuel, pour toi, je suis convaincu que ta vision de la chose est différente, mais les gens qui nous écoutent, il y en a qui gagnent peut-être le salaire minimum. Là. Est-ce que tu es correct aujourd'hui au salaire minimum? C'est une chose. Mais est-ce que, si tu me réponds, je ne suis pas capable d'épargner au salaire minimum? On le sait, là. Ça coûte cher vivre aujourd'hui, là. Donc, si tu es capable de t'organiser aujourd'hui pour que ça marche, mais que tu ne peux pas mettre de l'argent de côté, tu vas souffrir à la retraite, là. Tu n'en auras pas d'argent à la retraite. Tu vas faire quoi rendu à la retraite? Tu vas vivre dans un CHSLD avec pas une scène. C'est ça que tu veux pour la version de toi-même dans le futur? Fait qu'il faut réfléchir à ça. Je te dis pas de gagner 100 000 par année, là. Mais de se faire un plan pour la prochaine marche. Yes! Mais si c'est pas 20 000, si c'est pas 30 000, c'est peut-être 40, c'est peut-être 50. Mais il faut que tu sois capable de mettre de l'argent de côté, sinon tu vas souffrir dans le futur. Ça, c'est convaincu de ça. Est-ce que tu peux faire de l'argent avec des intérêts quand tu places de l'argent dans un compte épargne ou on enlève ça de nos pensées, c'est simplement pour mettre notre argent, puis elle reste là, puis c'est ça. Parce que le concept du compte épargne, on l'entend depuis qu'on est jeune. Là. Ouais. Bien, le compte épargne, c'est sûr que c'est un passage obligé, un mal nécessaire, les premières étapes de l'épargne. Puis, tu me parles de rendement, là, tu n'auras pas des rendements faramineux dans un compte épargne. Non, vraiment pas. Mais t'es mieux d'avoir des rendements quasiment nuls puis d'avoir de l'argent de côté que de rêver à faire des 10-20% de rendement sur de l'argent qui n'existe pas. Quand tu auras mis de l'argent de côté, quand tu en auras accumulé ton premier 1000, ton premier 2000, ton premier 3000, là, on pourra se parler de façon d'optimiser ton intérêt puis de quel véhicule tu choisis pour investir. Mais si au départ de tout ça, tu n'as pas automatisé ton épargne puis tu réussis pas, on dit l'argent colle pas, je suis pas capable d'en mettre de côté, l'argent, je la flambe. Ouais, mais si tu es encore là-dedans, même si on se parlerait des meilleures façons de faire 10, 20, 30% de rendement, t'as pas une scène, buddy, tu sais. Puis François, je veux qu'on fasse un recap de ce qu'on vient de dire. Ouais. Premièrement, le concept de se payer en premier. Oui. On devrait assimiler ça une bonne fois pour toutes. La première personne qui doit être rémunérée, c'est nous personnellement. Non négociable. Une fois, puis admettons qu'on se paye 10% de notre paye ou 5% de notre paye ou 15%, l'important, c'est qu'on mette toujours un montant de côté qui va dans notre fameux compte épargne. Et qu'on pige pas dedans. Et qu'on pige pas dedans. Pour acheter un passif ou un iPhone ou quelque chose du genre. Ou la vie. Tu sais, mettons que t'as ta voiture, puis ta voiture pète. Puis là, il faut que tu t'achètes, je sais pas, une transmission, ça coûte 2000 $. Qu'est-ce que tu vas faire comme réflexe d'épargnant? Ah, ben, c'est pas grave, j'ai mon compte épargne, ouais. Fais pas ça, parce que c'est ton argent pour ta retraite. Tu vas aller piger dans ton fonds de retraite un 2000$ ou tu vas le mettre sur ta carte de crédit à 18% d'intérêt. Tu vas rembourser comment ta carte de crédit à 18% d'intérêt? Fait que moi, ce que je dis, c'est que l'argent qu'on épargne, faut l'isoler. Ça prend vraiment un coffre-fort, là, de dire, je repige pas dedans. Puis qu'on lance la clé dans la rivière, puis qu'on demande un serrurier dans 35 ans de nous l'ouvrir. Exact. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Est-ce que je t'interromps, mais à ce moment-là, c'est peut-être d'avoir plus qu'un compte épargne. Tu sais. Bingo. Parce que ça se peut que ta voiture elle pète quand même. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Ben, ça prend, oui, de l'épargne, mais ça prend aussi un compte pour faire face aux aléas de la vie. Un compte d'urgence. Moi, je recommande, j'en parle dans mon livre, de mettre 3 mois de revenus de côté. Fait que si tu gagnes, je sais pas, moi, tu gagnes 2000 $ par mois, ben, ça te prend un compte avec 6000 $ dedans. Fait que si ta voiture pète, si le chauffe-eau pète, je sais pas, tu perds ta job parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ou qu'il y a une pandémie, ça peut arriver, ça. Tu vas aller piger dans ton compte, ton compte qui est là pour faire face à ces problèmes-là. Moi, des comptes, là, je dois en avoir à peu près une dizaine.
J'ai un compte pour mes voyages. J'ai un compte pour mes enfants que je vais envoyer au secondaire, au privé. J'ai un compte pour payer mes dettes. J'ai encore des dettes, même si je parle de finances personnelles, j'en ai encore que je veux régler. J'ai un compte pour des projets. J'ai mon compte pour les imprévus aussi. Fait que des comptes comme ça, je m'en crée plein en fonction de mes projets. Puis c'est sûr que je ne retouche pas à cet argent-là parce que automatiquement, quand je reçois ma paye, l'argent se divise puis s'en va là. Okay. Puis par pourcentage, ça exact. rentre dans tes promotions. Oui. Okay. Ah oui, des comptes, là, tu peux en faire plein. Là. Il y a des outils en ligne qui existent. Tu peux t'ouvrir des comptes toi-même devant ton ordinateur chez vous. Là. Puis par n'importe quelle grande banque. Exactement, peu importe, exactement. Et là, après ça, ben, tout ce qui se reste à faire, c'est de te payer en premier puis de te dire, OK, ben moi, mettons que je veux me ramasser, je sais pas, pour un voyage, 2000 $. Bon, ben, c'est beau, 2000 $ divisé par 12 mois. Il faut que je mette 175$ par mois de côté. Il se programme automatiquement, puis je m'en vais dans mon compte comme ça. De là, l'importance aussi, tu sais, une fois que tu as fait ton budget, tu sais qu'est-ce que tu peux enlever de ton salaire que tu te fais aussi. Exact. Pour que ça aille dans différents comptes. Mais, donc, travailler à l'aveugle versus, ben, je gagne de l'argent, je le dépense, je sais pas trop où, ou prendre une pleine conscience de l'argent que je gagne, puis de l'argent que je dépense, pour être capable après ça d'optimiser ton budget, puis de dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux réaliser maintenant? Parce que si tu es heureux au salaire minimum, présentement à court terme, mais tu ne pourras pas rêver beaucoup non plus. Tu ne pourras pas peut-être rêver d'avoir une maison, de voyager, de réaliser des rêves que tu as dans ta vie. Moi, je trouve que l'argent, c'est extraordinaire parce que l'argent permet de réaliser des rêves. Mais pour ça, il faut que tu te structures un minimum. Puis ça passe par un budget. Puis, tu sais, quand on regarde un talon de paye, c'est important de regarder notre paye qui est nette aussi, pas la paye qui est brute. J'ai fait cette erreur-là, moi, la première fois. Ah ouais? Ma mère, si elle écoute ce podcast, va rire tellement de moi. Tu sais, oui, maman, mon budget marche, mais tu peux-tu me prêter 100$? Il me manque de l'argent pour closer mon mois. Mais là, comment ça qu'il te manque de l'argent si tu as fait un budget? Là, j'ai envoyé mon budget. Je commençais dans la vie. Là. Je venais de sortir de l'école. Elle regarde mon budget. Elle dit, ton budget, il est super beau. Il manque une affaire. C'est quoi? Ben, l'impôt. Fait que c'est ça. Bravo, champion. On apprend à la dure. Hey, là, je pense qu'on devrait aller vers les trucs vraiment concrets sur comment on fait pour s'enrichir avec l'épargne. Puis surtout si on n'a pas eu nécessairement beaucoup de bagages financiers, tous des trucs puis des choses, des stratégies qui vont nous aider à nous enrichir puis qui, à long terme, vont faire une très grande différence. Avant de parler de ça, là, Samuel, il faut absolument comprendre le concept d'intérêt composé. As-tu entendu ça? Toi, tu connais ça, c'est sûr? Moi, je connais pas vraiment ça. Okay. David, mettons que toi, tu dis, OK, je veux prendre ma retraite un jour. Okay? Tu vas commencer quand à épargner? Ben là, selon ce que tu dis, il faudrait que je commence là. T'es bon de dire là. Yes, c'est bon, on te garde. T'as raison, c'est la bonne réponse. Le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle la magie de l'intérêt composé. OK? Je t'essaie de t'illustrer ça facilement. Mettons que tu mets 100$ de côté à 1% de rendement. OK? Ouais. C'est pas beaucoup, 1% de rendement. Mais tu vas faire $1 de profit sur ton 100$. Fait que tu vas avoir 101$ dans ton compte. Jusque-là, ça va? Ouais. L'année prochaine, là, tu vas faire encore 1% de rendement. Mais tu ne feras pas 1% de rendement sur 100$. Tu vas faire 1% de rendement sur 101$. Tu vas faire de l'intérêt sur ton intérêt. As-tu compris la game? Oui, je comprends. C'est fou raide, ça, là. Quand tu comprends ça, tu comprends le déclic de faire ça le plus rapidement possible. Les chiffres que je veux partager avec toi, j'ai 2 épargnants, OK? Marlène et Pierre-Luc. Marlène est avenante, là, elle est prévoyante. Elle a 25 ans, puis elle se dit, moi, un jour, je vais vouloir prendre ma retraite. Fait que pour les 15 prochaines années, je vais mettre 3 000 $ de côté par année. Fait que 15 fois 3 000, on s'entend tous, ça donne 45 000. Ouais. Mais elle a commencé à 25 ans, puis elle a arrêté 15 ans plus tard. Fait qu'à 40 ans, elle arrête d'épargner. Marlène prend sa retraite à 65 ans. OK, c'est l'âge de sa retraite. D'un autre côté, il y a Pierre-Luc, son voisin d'en face. Pierre-Luc, lui, il s'est réveillé plus tard. Il s'est réveillé à 35 ans. C'est pas quand même trop tard, là. Mais c'est 10 ans de plus que Marlène. À 35 ans, Pierre-Luc a dit, OK, là, il faut que je commence à penser à la retraite. Je veux la prendre à 65 ans, dans 30 ans. Fait que pour les 30 prochaines années, vu que j'ai pas commencé, je vais mettre aussi 3 000 $ de côté. Donc, le même 3 000 par année du côté de Pierre-Luc et de Marlène. Donc, 3 000 fois 15 ans du côté de Marlène, on a économisé 45 000 $. Pierre-Luc, lui, c'est le double, parce qu'il a mis son 3 000 pendant 30 ans. Fait que c'est pas 45 000, c'est 90 000. Quand même une bonne différence. Lequel des deux, tu penses, toi, David, qui a le plus d'argent à la retraite? On t'écoute? Je veux pas... Tu veux pas avoir l'air fou devant la caméra, hein? Tout le monde va dire Pierre-Luc. Parce que Pierre-Luc, il a épargné 90 000. Ben c'est ça, ça a l'air plus gros. Ça a l'air plus gros. Je viens de le dire, en plus, c'est quand même une bonne marge de différence. Exactement, mais c'est pas vrai. Parce que la magie des intérêts composés va favoriser Marlène. Marlène va avoir 317 000 de côté à la retraite, puis Pierre-Luc, juste 250 000.
C'est 60 000 $, d'écart, ça, les amis. Même si Marlène a mis la moitié moins de côté. Pourquoi? Parce que le temps, la magie des intérêts composés a activé, dans le fond, l'intérêt sur l'intérêt de Marlène, et ce qui a fait en sorte qu'elle a eu 60 000 $ de plus à la retraite. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Vraiment. Surtout en ce qui est l'épargne. Fait que là, on passe au truc concret. Ouais. Moi, il y a une affaire que je veux parler, puis je veux t'entendre là-dessus, François. Les gens qui se pressent pour acheter une maison versus être, par exemple, en appartement. Moi, je trouve que, dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus payant d'être en appartement. Si tu regardes ce que tu donnes dans ton loyer versus ce que te coûterait une maison, ben, tu sais, la maison, tu vas payer de l'intérêt puis tu vas payer une partie de capitalisation. Ce qui veut dire que tu vas payer une petite partie de ton capital, puis bon, d'année en année, ton capital va grossir. Ouais. Par contre, si tu restes en appartement puis tu es capable de mettre, on va dire, 200 à 300 $ de plus de côté par mois et que tu l'investis à un taux d'intérêt, on va dire, entre 6 et 10 % par exemple, ben, au bout on va dire, de 10 ans, par exemple, c'est que cet argent-là que tu as sauvé en étant en appartement versus de payer un plus gros montant en ayant une maison et en absorbant tous les coûts qu'une maison coûte, c'est astronomique, on peut s'enrichir beaucoup plus facilement. Puis les gens ne le savent pas, ça. Alors là est la subtilité de tes propos, Samuel, c'est qu'il faut absolument, pour que ça marche, qu'on respecte deux choses. Premièrement, qu'on soit capable de mettre de l'argent de côté et qu'on le fasse. OK? Parce que si le but d'être à loyer, c'est que ça te coûte moins cher par mois pour économiser, puis que tu n'économises pas, tant qu'à y être, t'es mieux d'être propriétaire, right? Oui, parce que c'est de l'épargne forcée de propriétaire. Oui, c'est la beauté d'être propriétaire. C'est que ça te force à épargner. Ouais. Puis souvent, les gens, c'est pour ça que je leur recommande, moi, d'être propriétaire, c'est que peut-être que tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté ou que tu ne te forceras pas de le faire, mais si tu as une hypothèque, tu vas le payer, ton hypothèque. C'est ça. L'autre affaire qu'il faut prendre en considération là-dedans, c'est que est-ce que vraiment ton loyer va être moins cher qu'une maison? C'est un calcul à faire, mais dans certains cas, il peut y avoir une grosse différence. Puis ça dépend des marchés. Absolument. Si tu vis à Montréal, si tu vis à Québec, à Saint-Georges, c'est tout différent. Ça dépend combien coûte l'immobilier chez vous, puis combien aussi vaut un loyer ou un potentiel de croissance. Mais moi, je pense que, tu sais, dans des gros achats qu'on fait comme ça, puis surtout des paiements qu'on se met sur les épaules, il faut prendre le temps de peut-être parler avec un professionnel, peut-être un conseiller financier, qui va vraiment nous faire 2 scénarios. Parce que moi, je vois souvent des gens, puis même des fois des amis, qui vont investir dans une maison, mais qu'ils prennent pas conscience de tous les frais afférents qu'il va y avoir autour d'une maison. Puis, tu sais, des fois, juste ton coût d'entretien de maison peut coûter quasiment 25-30% d'un loyer. Exact. Fait que, tu sais, ça, puis cet argent-là, ça s'en va souvent aux poubelles. Tu sais, c'est pas vrai que tu t'ajoutes toujours de la valeur à ta maison quand tu l'entretiens. En fin de compte, c'est que ça va juste suivre son cours naturel d'accroissement de valeur. Tu sais. Donc, être propriétaire, bref, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que c'est fait pour la majorité d'entre nous, puis c'est un excellent levier pour s'enrichir, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont mieux d'être à loyer, qui sont pas manuels, qui veulent pas cette pression-là. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent voyager, qui veulent découvrir le monde, puis pour eux, c'est pas si important que ça être propriétaire. Mais c'est la première règle que je t'ai dit, si tu fais pas ça, si tu t'en vas pas comme propriétaire, mets de l'argent de côté. Faut que tu payes en premier. T'as pas le choix. Hey, les voitures. Ouais, il y a beaucoup de pièges à l'automobile. Pas. Ah ouais, t'avais des bad luck. C'est parce que moi, tu sais, je me suis dit, depuis que j'ai mon permis, je me suis dit, genre, je vais m'acheter des bazous, puis je vais faire avec ça, mais c'est parce que je suis comme rendu à mon 3e bazou, là. Et ça, je suis content que tu parles de ça, David. Ouais. Parce que c'est un piège. On pense que, j'ai pas les moyens d'une voiture neuve, puis don't get me wrong, là, c'est pas la solution ultime, les voitures neuves, mais on va dans un bazou, on met 2-3 000 $, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que après 6 mois, il y a de quoi qui pète, mon char vaut plus rien, j'en rachète un autre à 2-3 000. Fait que tu calculeras pour le fun, David, dans ta vie personnelle, ça t'a coûté combien par mois d'avoir ces bazous-là? Ah, je sais au total comment ça m'a vraiment coûté plus cher que si j'avais, exemple, acheté un véhicule à, tu sais, pas un véhicule de l'année, mais peut-être un véhicule à 9 000 $. Exact. Mettons. Peut-être t'es mieux de prendre de quoi d'un peu mieux. Ouais. Puis tant qu'à être là, peut-être t'es mieux de prendre de quoi en location. Moi, j'aime beaucoup la location parce que l'automobile, c'est une dépense de toute façon. Ouais. Quand tu as une voiture neuve aux 4 ans dans le cours, ben c'est une dépense. Coudonc, je paye mon 400$, mon 300$ par mois, mais j'ai tout le temps un auto qui est sous garantie parce qu'on sous-estime l'impact négatif des réparations sur nos voitures. Et des surprises. Exact. Parce que si tu as besoin de 3 000 pour réparer, puis tu l'as pas, puis tu vas le mettre chercher une marge de crédit, puis que tu traînes ça pendant 12 mois ou 18 mois, hey, là, ça t'a coûté cher, là. À 18% d'intérêt, ça t'a coûté très cher. Puis peut-être que tu n'avais pas ton deuxième compte épargne pour tes imprévus. Tu étais allé piger dans ton épargne. Donc, tu n'auras plus les intérêts composés qui vont affecter ton placement. Fait que ça va te coûter des années de retraite de moins, tu comprends? Ouais. Fait que tout ça, c'est une suite logique, ça s'enchaîne. Il faut prendre des bonnes décisions, puis il faut poser des bonnes questions. Mais y a-t-il un sweet spot? Tu sais, quand c'est ta première voiture ou ta deuxième voiture,
dans l'histoire, dans l'historique, y a-tu un sweet spot de dire le meilleur achat, ce serait ça, ou toutes les situations peuvent être avec des réponses différentes? C'est parce que même ton char usagé à 9000, ton exemple, David, là, tu peux tomber sur un char que la transmission va péter dans 1 an, puis ça va te coûter un autre 2-3 000 à mettre, t'sais. Puis dans le neuf, ben, c'est plus cher. Fait que là, les gens sont dans un catch-22 de dire c'est quoi le mieux. Le mieux, c'est de magasiner pour des marques qui gardent leur valeur, dans des marques qui ont une bonne fiabilité. Mais tu sais, aujourd'hui, des voitures plus bonnes, là, ça n'existe plus. Là. Toutes les voitures ils ont des bonnes garanties. La qualité est là quand même. L'automobile a fait du chemin dans les dernières 10 années. Là. Fait que c'est d'y aller cas par cas. Moi, je pense éviter les bazous si on est capable. Mon père, moi, ma première voiture, ça a été un beau cadeau qu'il m'a fait. Il me l'a vendu quasiment au cost. Là. Il y avait une vieille Toyota Camry 91, mais j'étais dans des marques fiables, des marques de qualité. Puis je ne l'ai pas gardé si longtemps que ça parce que ton char, même s'il coûte 8-9 000, pense pas que tu vas pouvoir le garder pendant 10 ans. Là, c'est de changer. Des fois, je dis ça, avant que l'hémorragie pogne là-dedans. Là, t'as-tu un cancer qui est en train de te coûter plein d'argent parce que tu dépenses? À un moment donné, il faut stopper l'hémorragie. Il faut dire, je passe à d'autres choses. Là. Puis aussi le fait de ne pas avoir de voiture. T'sais, moi, dans le domaine que je suis, j'ai beaucoup de personnes que, je fais affaire avec eux autres qui n'ont pas de voiture. Mais puis ces gens-là, de ce que je vois, sont beaucoup plus riches. Parce que cette dépense-là, qu'ils n'ont pas à faire, ils ont la possibilité de le mettre en épargne. Je dis pas qu'ils le font toutes, mais quand tu restes dans une place où tu es capable de faire du covoiturage ou du transport en commun, ou même de payer un taxi, il y a des villes comme Saint-Georges où il y a le taxibus. C'est le taxi qui fait le transport en commun dans la ville, puis ça coûte un prix très modique. Avant que tu mettes 500$ par mois ou 300$ par mois de taxibus, tu vas rider un méchant bout. Là, comme une auto. Il y a plein de façons aujourd'hui d'avoir de l'autopartage, de partager une voiture avec d'autres personnes. La réalité, c'est que c'est pas accessible à tout le monde. Si ça l'est pour toi, tant mieux, vas-y. Si ça l'est pas, ça va te prendre une voiture. Je pense que c'est là la morale de l'histoire, c'est que dans l'épargne, c'est tous les petits détails qui viennent qu'au bout de la ligne, ça fait des bidous. Là. C'est les cafés... C'est les cafés au Tim Hortons qui fait que... pas avec ça, parce que Tim Hortons, ça va. Si tu me parles de Starbucks à 5 et 10, ton mochaccino extra caramel, là, ça va vite. Ça l'appauvrit vite. Hein? Oui, parce que tu dis, c'est juste 5$. Ouais, mais 5$ fois 5 jours semaine, si tu as l'habitude d'y aller tous les jours, mettons, ça, là, sur 20 ans, sur 30 ans, là, c'est plusieurs dizaines et peut-être même centaines de milliers de dollars que tu n'as pas épargné. Fait que j'aime pas ça tomber là-dedans parce qu'on devient facilement genre moralisateur. Mais il faut se conscientiser que ça a un impact. Le court terme a toujours un impact, une répercussion sur le long terme. Exponentielle sur le long terme. Et puis une affaire aussi que je voudrais dire, j'ai l'impression que, puis je vois pas les gens qui calculent ce que ça coûte l'impôt par rapport à une dépense qu'on fait après impôt. Tu sais, quelqu'un qui paye, on va dire, 27-30% d'impôt ou 37% d'impôt, c'est que, tu sais, ton café à 5$, il t'a coûté 10$. Il t'a coûté beaucoup, beaucoup plus cher parce que t'as le 15% de taxes, mais t'as aussi l'impôt que t'as payé pour te payer ça. Fait que quand tu regardes ton budget, tu sais, si tu gagnes 30-40 000 par année, tes dépenses réelles sont pas 30-40 000 que tu peux mettre. Des fois, sont peut-être 19 ou 20 000. Mais ça, tu le réaliseras pas tant que tu l'auras pas fait ton budget. Mais ce que tu dis là, c'est super mature comme réflexion. Mais les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas passé à travers l'exercice de budget, ils l'ont pas raisonné encore parce que pour eux, c'est comme, je gagne de l'argent puis j'en dépense. Ouais, mais attends un peu, là. Quand tu dépenses 5$ pour un mochaccino extra caramel, il te coûte peut-être 8, 9, 10$, dépendant. Que ça a un gros impact à la fin de l'année. Et puis, une autre affaire que je voudrais ajouter par rapport au compte épargne. Je vois que tu voulais dire quelque chose, David. Je te coupe, ça fait 2 fois. Mais quand on a passé le stade puis on a passé l'habitude de mettre de l'argent qui s'en va automatiquement dans notre compte épargne, je pense que c'est possible avec plusieurs institutions bancaires d'investir cet argent automatiquement dans des fonds communs. Exact. Fait que là, tu passes, admettons, d'un rendement, je vais dire n'importe quoi, de 2-3% dans un compte épargne à un fonds mutuel qui va te donner, mettons, entre 6 et 12% par année. Fait que là, tu vas, tu sais, t'es fast track, là. Puis quand t'es capable d'automatiser ça, tu t'enrichis sans le savoir. À la vitesse grand V. Mais pour que ça arrive, la première étape, c'est de se payer en premier. Parce que, encore une fois, on va garder ça en tête. T'sais, au début du podcast, je disais, peut-être qu'un budget, c'est pas très sexy, ça fait peur. On comprend mieux, il faut qu'on passe par là si on veut que ça fonctionne. Enlevons-nous de la pression qui n'existe pas. Voyons ça comme quelque chose qui fluctue dans le temps. Puis, au lieu de dire un budget qu'on va garder pendant les 25 prochaines années, on peut juste dire aussi reconnaître nos dépenses pendant un laps de temps. Se prendre un mois, 3 mois, 6 mois, puis juste comptabiliser tout ce qu'on fait, puis prendre conscience de ce qu'on dépense. Déjà là, après ça, on peut développer des mécanismes puis des muscles qui vont peut-être nous freiner dans des achats
inutiles et des achats qui contribuent à notre appauvrissement. Parce que tu vas avoir apprécié la valeur de l'argent. Tu vas savoir qu'est-ce que ça vaut une pièce. Parce que tu vas l'avoir compris puis vu. Fait qu'effectivement, ça va changer ton comportement par la suite. Ouais. Merci beaucoup François Bégin, conférencier, simplificateur de finances personnelles, auteur d'un livre, c'est pas rien quand même. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Puis à la maison, vous voyez, là maintenant, un budget, ça peut être sexy. Puis on se dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast. Ciao!